Bonjour à tous et bienvenue en cette rentrée qui se fait en distanciel. Je vous invite du coup à vous munir de votre cours de séance 6 puisque en séance 4 et en séance 5, il s'agissait d'activités à mener seul. Je vous indique que ce cours se fait en deux temps. Un premier temps qui est écouté, donc c'est la raison pour laquelle vous m'entendez maintenant. Et dans un deuxième temps, selon la classe dans laquelle vous vous trouvez, cette séance est dévolue à un temps de visio. Dans un premier temps, du coup, c'est un temps de cours en capsule. Donc, je vais vous rappeler, ce que c'est que la comédie. Vous allez voir que j'ai réutilisé un petit morceau du cours de séance 3. Et je vais, avec vous, dissocier comédie et vaudeville. Donc, je vais vous initier à ce que c'est qu'un vaudeville. Donc en préambule, j'ai à vous dire en premier lieu qu'un fil à la patte est une pièce comique. Ça veut dire qu'elle cherche à créer le rire du spectateur ou à défaut son sourire. Toutefois, même cette pièce emprunte aux ressources ancestrales de la comédie. Ce n'est pas pour autant une comédie en tant que telle, mais un vaudeville. Donc le but du cours est donc de connaître et ensuite de distinguer ces deux sous-genres du théâtre. Par exemple, au théâtre, on a de la tragédie, on a de la comédie, mais on peut aussi dire qu'on a du vaudeville. Donc dans un premier temps, pour partir des bases que vous êtes censé avoir, qu'est-ce qu'une comédie? Donc je reprends le cours que j'avais évacué de la séance 3. Sans doute certains d'entre vous ont étudié la comédie en cinquième, puisque c'est au programme de cinquième, et souvent ce qui est étudié, ce sont les fourberies de Scapin ou l'avare de Molière. Mais la comédie est beaucoup plus vieille que du XVIIe siècle, elle date de l'Antiquité. Donc je vais d'abord commencer par ce point-là. Donc dans l'Antiquité, la comédie est liée au culte de Dionysos, le dieu du vin et de la fête. La comédie antique n'est pas mise en scène comme la tragédie, elle ne comporte pas de chœur, c'est-à-dire un groupe de gens qui chantent et qui souvent représentent la voix de la raison et la voix de la cité. Là, c'est pas le cas pour la comédie. Les acteurs représentent des personnages souvent issus de milieux sociaux différents, des esclaves, des courtisanes, des amants, ce qui n'est pas le cas de la tragédie dans laquelle on trouve des personnages nobles exclusivement ou pratiquement, et quelques serviteurs. On les reconnaît facilement, ces personnages, en fonction de leurs statuts sociaux, puisque on les distingue à travers leurs costumes et à la couleur de leurs perruques. Les personnages sont donc très typés, ils ont une caractéristique majeure qu'on caricature. Elle a pour but de corriger cette comédie les mœurs par le rire. Les mœurs, ce sont les habitudes que les gens ont dans la vie. Donc on fait apercevoir au public des personnages avec des défauts très caricaturés qui deviennent ridicules, ce qui ne va pas forcément donner l'envie au public de leur ressembler. Au XVIIe siècle, on reprend la comédie. Elle évolue. Alors, entre-temps, évidemment, au Moyen-Âge, il y a eu ce qu'on appelle la farce, etc. Là, j'ai fait un sacré saut dans le temps. Et d'ailleurs, même dès le XVIe siècle, la comédie va être marquée par l'influence de la Commedia dell'arte, qui est une comédie qui nous vient d'Italie. Avec des personnages comme Pantalone, comme Colombine, etc. C'est une comédie qui obéit à un canevas souvent très très simple. Le comique naît des situations embarrassantes dans lesquelles les personnages se trouvent, évidemment, souvent les mêmes, mais surtout au comique de mots, au comique de gestes, qui est assez sommaire et parfois un peu vulgaire et prosaïque. Au XVIIe siècle, du coup, apparaît comme un modèle la commedia dell'arte et Molière s'en inspire. Peu à peu, la comédie va s'affranchir des codes imposés au théâtre, même si la structure en 5 actes sera encore d'actualité pour certaines pièces de Molière. Ce qu'on retrouve de commun dans la comédie, c'est que souvent le dénouement est heureux, enfin toujours même, le dénouement est heureux. Les méchants sont punis, les bons sont récompensés. Les personnages sont pour la plupart issus de milieux bourgeois que l'on impose à leurs valets. Donc en fait, on trouve souvent la dichotomie maître-valet. Parfois, les maîtres peuvent être nobles, évidemment. Et du coup,
que ce soit chez les nobles ou chez les bourgeois, on retrouve les mêmes préoccupations, l'argent, la santé et l'amour évidemment. Il y a dans la comédie un souci de vraisemblance, c'est-à-dire un souci de s'approcher de la réalité. Pas dire la réalité, mais s'en approcher. Et ça, c'est presque toujours respecté, ce souci de vraisemblance. Et le but de la comédie, ça c'est intéressant, c'est de plaire autant que d'énoncer et d'instruire les hommes moralement. C'est-à-dire que du temps de Molière, même dans l'Antiquité aussi, hein, il y a une fonction morale à la comédie. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le côté de votre cours, j'ai mis des éléments en vert. Ces éléments en vert correspondent, ils correspondent aux éléments qui sont communs entre le vaudeville et la comédie. D'accord ? Et donc, vous voyez là qu'il y a un dernier point, la fonction de la comédie, qui est de plaire, mais aussi d'énoncer et d'instruire, qui ne se trouve pas en vert. Ça veut donc dire que c'est un point qui s'oppose au vaudeville. Raison pour laquelle je vous ai mis j'ai ajouté quelque chose. La principale différence du coup entre le vaudeville et la comédie reste l'absence de fonction morale dans le vaudeville. Alors excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Vous voyez que reste, je lui ai mis une majuscule alors que j'aurais pas dû le faire. Donc il n'y a pas dans le vaudeville la double intention du placere. Placere veut dire plaire en latin, et du docere qui veut dire instruire en latin. Le vaudeville, lui, ne va investir que le placere. Donc l'objectif du vaudeville, ça va être de plaire au public, de le faire rire, sans pour autant chercher à l'instruire. Alors je poursuis le cours en capsule. Les origines du vaudeville, on maille à partir évidemment avec la comédie, puisque je viens de vous dire qu'il y avait des éléments communs, mais pas uniquement. Donc on est dans le grand 2 ici, et je vais vous expliquer ce que c'est que le vaudeville. Aux origines du vaudeville, vous pouvez vous dire que le vaudeville prend son essor à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle. On confère 2 étymologies au terme vaudeville, qui apparaît du coup au XVe siècle. Celle du nom qu'on donnait aux poètes chanteurs normands, appelés les compagnons du vaudeville, et celle du nom qu'on donnait à leur recueil de chansons, c'est-à-dire les voix de ville. C'est-à-dire que, en fait, c'est un premier élément assez intéressant et qui est un petit peu différent de la comédie, c'est que le vaudeville tient ses origines du chant et de la danse. Un vaudeville est donc à l'origine une chanson de circonstance, c'est-à-dire une chanson qui va raconter l'actualité avec quelques accents satiriques. C'est-à-dire que les chanteurs de rue, avaient l'habitude de raconter ce qui se passait autour d'eux en essayant de critiquer ce qui s'y passait. Donc le vaudeville va souffrir très vite de la concurrence de la comédie qui prend son essor, notamment avec les comédiens italiens qui vont emprunter aussi la chanson et la danse dans les comédies, si bien que les codes entre la comédie et le vaudeville vont se brouiller. Très vite, donc au XVIIe siècle, hein, c'est un sacré bond dans le temps que je fais ici, on va observer une espèce de jeu de pouvoir avec les comédiens de la comédie française, donc notamment des troupes comme celle de Molière, qui ne souhaitent pas de concurrence. Et du coup, ce qui va être décidé, c'est que les comédiens de la comédie française qui vont du coup créer des comédies vont être les seuls autorisés à dialoguer dans le théâtre. Aucune autre pièce, donc du coup, ne pourra être jouée avec des répliques. Donc, qu'est-ce qui va se passer un peu plus tard au XVIIIe siècle ? Évidemment, il ne va exister que des comédies. Du coup, les saltimbanques, les gens qui jouent dans les rues, vont chanter les dialogues au public, ou plutôt vont faire chanter les dialogues au public, ce qu'on appelle des pièces à écriteau. Bon, ça sort un petit peu du champ dans lequel que je m'étais imposée. En 1784, le vaudeville va connaître la difficile concurrence des comédies italiennes. On va donc ouvrir des théâtres rien que pour le vaudeville. Mais il va vraiment falloir attendre le 19e siècle pour que le vaudeville prenne son essor. Il faut savoir que le 19e siècle, c'est un temps où le théâtre est complètement bouleversé et on réécrit les codes du théâtre. C'est pourquoi le vaudeville peut faire sa place. C'est pour la raison pour laquelle le vaudeville va gagner du terrain et il va évoluer.
Donc, ce que vous devez retenir, à mon sens, c'est surtout cette partie-ci du fait que le vaudeville a un lien avec la chanson. La partie, l'explication entre la comédie, la concurrence entre la comédie et le vaudeville, vous pouvez l'oublier parce que c'était moi qui ai voulu mettre un peu de justesse dans mes propos. Et ensuite, c'est la partie qui suit là et elle est intéressante. Le vaudeville va évoluer, ça va plus simplement être une pièce comique chantée en fait. On peut retenir au moins 3 auteurs de vaudeville. Vous avez Eugène Scribe qui va structurer le vaudeville, il va proposer une action claire avec une progression très rigoureuse de la fiction qui va reposer sur des quiproquos, c'est-à-dire des malentendus. Et on va trouver aussi beaucoup de péripéties des actions qui vont s'enchaîner de manière très rythmée. Ensuite, Eugène Labiche, lui, va proposer une structure un peu plus complexe. Il va inventer le vaudeville en mouvement. C'est-à-dire que en plus d'avoir beaucoup de rythme dans les actions, il va y avoir du rythme sur le plateau, avec beaucoup d'entrées et de sorties. Et on peut voir chez Labiche un oubli total des origines du vaudeville, puisqu'il va supprimer tous les couplets chantés, ce qui fait qu'il va abolir la frontière entre le théâtre musical et le théâtre dialogué qu'il y avait auparavant. Le vaudeville va simplement devenir une pièce gaie, légère, dépourvue de toute prétention littéraire, et qui le plus souvent reportera sur un comique de situation. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en 1880, les vaudevilles vont certes ils vont être victimes de leur succès, puisqu'en fait, les auteurs vont produire des vaudevilles et vont se plagier les uns les autres, c'est-à-dire se copier les uns les autres. C'est bien que le public va être un peu las de ce genre. Et le vaudeville va mourir. Pardon. Jusqu'au moment où Feydeau va arriver pour lui redonner un peu de vigueur. Donc vous verrez comment un petit peu après. Je vous en prie, tournez la page. Alors, qu'est-ce que va apporter Feydeau au genre théâtral de la Belle Époque? C'est-à-dire, sachez que la Belle Époque, c'est un temps de l'avant-guerre, c'est-à-dire jusqu'en 1914 où la France connaît un plein essor. Le vaudeville a donc partie liée, on l'a vu avec la comédie. Les intrigues vont être tirées de faits divers, c'est très symptomatique de l'écriture de Feydeau et de l'actualité. Généralement au goût de la bourgeoisie montante, c'est-à-dire qu'on va raconter les mœurs de la bourgeoisie de l'époque, ses modes de vie, parce qu'en fait ce sont principalement les bourgeois qui se déplacent au théâtre encore, même si la classe ouvrière va de temps en temps au théâtre, mais c'est quand même les bourgeois qui y vont plus souvent. C'est un genre qui est donc à succès, malgré le passage à vide, juste avant un Feydeau qui va lui redonner un petit coup de jeune à ce vaudeville. Il faut savoir que autant de Feydeau ou même autant de ses prédécesseurs dans Paris pouvaient jouer dans la même soirée une vingtaine de vaudevilles. Qu'est-ce que va apporter Feydeau? Première nouveauté, il va se montrer satirique, Feydeau. Pour faire rire son public, Feydeau va reprendre des personnages typiques de la comédie en leur donnant une réalité, mais il va forcer un petit peu le trait au sens où il va nous montrer une partie des personnages de manière un peu caricaturale. Ainsi, les hommes seront souvent libertins, c'est-à-dire qu'ils seront assez volages, ils iront de femme en femme, ils aimeront l'argent, ils seront vaniteux, égoïstes, lâches, faibles, parfois assez sots, mais toujours sûrs d'eux. Donc là, vous devez peut-être cogiter, vous dire ah ouais, ça ressemble à tel personnage d'un fil à la patte. Vous devez pouvoir attribuer toutes ces caractéristiques à chacun des personnages assez aisément. Chez les femmes, on va trouver un personnage assez typique, c'est le personnage de la cocotte. Qui détraque la machine sociale, c'est-à-dire que la cocotte, c'est une femme de petite condition, hein, pas noble du tout, même pas bourgeoise, souvent actrice, qui va s'introduire dans le grand monde tout en gardant ses caractéristiques, les caractéristiques de son environnement premier, c'est-à-dire sa mauvaise éducation. Donc là, on pense tout de suite, par exemple, à Nini, qui reste une fille de mauvaise vie, hein, une actrice, une chanteuse de cabaret, qui devient duchesse, mais en rien, elle va se montrer noble dans son attitude. Nouveauté numéro 2, Feydeau va incorporer davantage encore de rebondissements. Chez lui, l'action repose sur le quiproquo et sur la péripétie.
Le but du premier, c'est de faire surgir des problèmes imprévus, et le second va permettre à la fiction de changer de direction très très brutalement. Ces intrigues sont fondées sur un enchaînement très rigoureux de causes. On parle de vaudeville structuré, et elles peuvent se dérouler sur 4 ou 5 plans. Donc en fait, par exemple, sur une même scène, réfléchissez-y, il peut se passer au moins 2 ou 3 actions en même temps qui vont faire dévier l'action. Par exemple, l'attente de la mère de Viviane dans l'acte 1 n'est pas qu'une simple attente, c'est aussi le moment où Bouzin va introduire lui-même un quiproquo en glissant sa carte de clerc de notaire. Pour cela, donc on va introduire en plus... Ah pardon, excusez-moi. Tout va être réglé de manière très rapide. Et pour accroître la rapidité, on va introduire des entrées et des sorties avec une mise en scène qui sera millimétrée, plus encore que chez ses prédécesseurs, grâce aux didascalies. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous aviez un numéro 1, un numéro 2 sur vos mises en scène quand je vous ai fait dessiner. Et en fait, ça veut dire que l'auteur réfléchit à la place de ses personnages pour la mise en scène. Donc plus le chiffre est petit, plus le personnage va être près du spectateur, et donc on va savoir où placer les acteurs au moment où ils vont répéter. Tout en sachant qu'à l'époque, quand on faisait des répétitions, elles étaient assurées soit par un acteur, soit par le directeur des théâtres qui avait le texte de l'auteur sous les yeux, donc il savait où il devait mettre les acteurs. Oh, pardon. Nouveauté numéro 3, Feydeau va mobiliser énormément le langage et va faire naître un comique de mots assez fin. Il va s'offrir toute la palette du comique de mots, les accents, les tournures populaires, les déformations phonétiques, l'argot, les erreurs linguistiques, le jargon, les bégaiements, les langues étrangères, les calembours, les répétitions, enfin tout ce que vous voulez. Et puis là, quand vous devez penser à un certain nombre de personnages qui mobilisent ce comique de mots. Il va aussi mobiliser l'art de la suggestion en utilisant les euphémismes, parfois même les antiphrases, l'ironie, les ellipses, les phrases interrompues, qui vont nourrir du coup les quiproquos. Donc parfois, ce jeu avec le langage va faire qu'on va frôler l'absurde, puisque le rapport du langage à la logique va parfois s'effriter. Feydeau montre aussi, et c'est peut-être le côté un peu triste de chez Feydeau, il va montrer une vision un peu dérisoire et vaine de l'existence, au sens où ces personnages fonctionnent un petit peu comme des automates, comme des pantins à ressort, comme si tout est lié à une mécanique et qu'il n'y avait pas toujours un sens réel à ce qui se passait. On sent bien sûr une critique de la frivolité de l'existence, du vide de l'existence qui peut régner au XIXe siècle, puisque exempt d'angoisse. C'est donc un théâtre qui peut ouvrir la voie au théâtre de l'absurde du XXe siècle en un sens. Peut-être que vous découvrirez qui sont Beckett et Ionesco au XXe siècle. Voilà, on en a fini avec la partie visio qui est en fait un point de cours. Et on va se retrouver à partir du début d'après-midi pour les uns et un peu plus tard pour les autres, pour le cours en visio, où là du coup je vais être avec vous pour vous faire participer à des activités sur ce qui vient d'être dit, mais aussi sur ce que vous êtes censé avoir lu de l'acte 2, et sur ce que vous êtes censé avoir compris aussi du vaudeville. Et je vais vous faire aussi parcourir votre pièce, donc vous aurez aussi besoin de vos livres. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure.